D'abord, dans ces étapes de concrétisation, un point important qui est un invariant, j'allais dire, des parcours, c'est le financement. La préoccupation transversale à l'ensemble des enquêtés, puisqu'elle existe, concerne clairement la viabilité économique du processus. Et en premier lieu, le maintien d'un revenu de substitution qui permet de vivre, tout simplement, d'honorer ses dépenses, voire de ne pas trop amoindrir son pouvoir d'achat, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que pour de nombreuses des personnes interrogées, le passage temporaire par un statut de demandeur d'emploi indemnisé est considéré comme une étape normalisée pour sécuriser sa transition. Et c'est évidemment un usage qui ne converge pas nécessairement avec la conception que peuvent en avoir les décideurs publics ou paritaires. Donc là, on voit un usage de l'assurance chômage qui devient une ressource au service de la reconversion professionnelle parce qu'il permet de sécuriser financièrement sa transition, ce qui est un point nodal dans ces histoires. Et d'ailleurs, plusieurs enquêtés ont trouvé dans le conseil en évolution professionnelle un appui pour soit monter un projet démissionnaire, soit affiner un argumentaire pour décrocher une rupture conventionnelle auprès de leur employeur et devenir ainsi éligible à l'assurance chômage. Et c'est un apport que ces individus n'avaient pas forcément anticipé en mobilisant le conseil en évolution professionnelle. Donc, on voit bien que ce service, notamment, a des bénéfices qui sont loin d'être réductibles à l'accès à une mobilité externe ou à une formation. Il peut aussi aider à débloquer des situations et, de ce point de vue, avoir un effet levier majeur sur les parcours de reconversion, ne serait-ce qu'en facilitant cet accès à une sécurisation financière temporaire pour prendre le temps de circuler d'une situation à une autre, pour basculer d'une situation à une autre et permettre ce passage. Alors, toujours par rapport à ces questions financières, le financement d'une formation, c'est aussi un point important et sachant que les cadres de financement d'une formation peuvent être très variés, que les stratégies de bricolage des individus, là aussi, sont assez diversifiées, vont fluctuer d'un individu à l'autre. Il n'y a aucun dispositif de financement d'une formation qui est prépondérant quand on regarde les parcours des enquêtés. Donc ça, c'est un point important. Ceci dit, il y a deux points saillants qui ressortent quand même au titre d'invariants. Premièrement, les formules type projet de transition professionnelle, transition collective, contrat en alternance. Donc, des formules qui, à la fois, procurent le versement d'une rémunération et couvrent les frais pédagogiques, sont des formules qui sont assez valorisées précisément parce qu'ils permettent de descendre d'un cran en termes de complexité de l'ingénierie financière. Il y a un espèce de package, en fait, qui est proposé d'emblée, financement de la formation plus rémunération, qui est apprécié par les individus. Et deuxième récurrence, l'activation du CPF, qui revient quand même dans un nombre très important de parcours, même si le capital qui est mobilisé par le titulaire du CPF est souvent obligé d'être complété par un abondement pour couvrir l'ensemble de la formation. Parce que le CPF couvre plutôt des formations qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de celles suivies dans le cadre d'une reconversion professionnelle, en tous les cas d'une reconversion assez radicale qui exige de couvrir un écart de compétences relativement important. Sachant que obtenir la prise en charge d'une formation est toujours, ou quasiment toujours, décrit comme une opération assez complexe. Et quand on regarde par les individus eux-mêmes, je veux dire, puisqu'on on parle bien de cette fenêtre-là, quand on regarde les acteurs ressources, on peut être assez surpris dans la mesure où un acteur ressources récurrent, ce sont les organismes de formation qui, dans plusieurs récits, ont joué un rôle décisif pour aider les individus à repérer les financements disponibles, voire même à s'acquitter des démarches pour en bénéficier.
C'est un constat qui soulève, qui n'est pas neutre, hein, enfin qui soulève plutôt la question de la neutralité du conseil qui peut être délivré par l'organisme de formation. Voilà, c'est lui qui conseille comment accéder au financement et comment s'acquitter des démarches pour obtenir le financement et qui derrière évidemment a un intérêt à entreprendre ce genre de démarche. En tous les cas, clairement, dans le récit des enquêtés, ces organismes de formation sont identifiés comme des figures aidantes pour accéder à ces financements. On a aussi, alors là c'est plus attendu, des personnes qui se sont adressées à leur conseiller en évolution professionnelle pour les aider à constituer un projet de transition professionnelle. Ça, c'est un scénario assez récurrent. C'est un scénario intéressant d'ailleurs parce que souvent, ce mode de sollicitation qui a l'air d'être centré sur des enjeux administratifs peut donner le sentiment aux conseillers en évolution professionnelle que leur expertise, d'une certaine manière, est sous-exploitée, qu'ils sont mobilisés que pour un exercice formaliste, administratif. Et en fait, quand on fouille un peu ces histoires-là, c'est beaucoup plus nuancé que ça, parce que plusieurs enquêtés nous disent que, justement, à la faveur de cet exercice un peu formaliste en apparence, en fait, ça a été l'occasion d'approfondir leur questionnement, de préciser leur projet. Et donc, ça a eu un effet bénéfique sur le projet et pas uniquement sur la constitution administrative du dossier. Bon, en tous les cas, ce qui est net, c'est que le financement de la formation embarque des enjeux élevés dans ces histoires de soutien en reconversion professionnelle. D'ailleurs, on a des enquêtes, si on regarde ça du côté des incidences en cas de refus de prise en charge. On voit bien aussi que les enjeux sont élevés. On a des enquêtés là, à qui une commission paritaire a refusé une demande de projet de transition professionnelle et qui racontent bien comment ils ont pendant un temps songé à abandonner leur démarche. Et ce risque de renoncement, il est palpable hein, quand on est destinataire d'un refus de financement. Ce qui, pour l'accompagnement aussi, ce qui dit des choses à l'accompagnement, c'est-à-dire sans doute davantage que ce qu'on peut faire aujourd'hui, inviter les bénéficiaires à essayer d'envisager des options alternatives d'emblée, au cas où leur stratégie principale était mise en échec. Ce qui pourrait sans doute, en injectant comme ça davantage de réversibilité potentielle dans les parcours, pourrait éviter des scénarios où on observe une paralysie de l'action, voire une interruption du processus et finalement un renoncement à la démarche. Alors, toujours dans cette dernière étape de concrétisation d'une reconversion, il y a évidemment ces moments clés aussi, ces ingrédients clés que constituent la formation et puis l'accès à l'emploi, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui ressort de ce point de vue-là? Déjà, dans le repérage d'une formation, ça aussi, beaucoup nous disent qu'ils se sont sentis, y compris d'ailleurs quand ils étaient accompagnés, qu'ils ont eu le sentiment d'être quand même beaucoup livrés à eux-mêmes, ou alors d'être destinataires d'informations beaucoup trop généralistes ou beaucoup trop abondantes pour qu'elles soient directement opérationnelles et utiles rapportées à leur cas singulier. Alors, quelques-uns ont été aiguillés hein, vers des ressources locales pertinentes, mais vraiment un sentiment un peu global qui ressort de ce processus de repérer la formation qui va bien, c'est une impression quand même d'être un peu noyé par une information surabondante, une offre de formation pléthorique et de ne pas trop savoir discriminer ou identifier celle qui serait la plus à même de satisfaire leurs attentes et de raisonner avec leurs attendus, si ce n'est qu'un point d'attention transversale de l'ensemble des enquêtés, qui est aussi d'ailleurs un point de discrimination sur leur niveau de satisfaction a posteriori, c'est la place dans ces formations accordée aux séquences en entreprise.
c'est vraiment un point assez structurant des attentes projetées par les candidats à la reconversion concernant la formation. Ils veulent des formations qui leur permettent d'avoir une expérience terrain, que les acquis soient fortement ancrés ou connectés aux futurs usages professionnels des connaissances qu'ils vont pouvoir acquérir. Alors, dans le repérage de cette formation idoine, bien souvent, ils vont chercher par eux-mêmes, Internet, mon compte formation, le site CPF, leur réseau personnel et professionnel qui est aussi un vecteur d'information important. Et tout ça constitue des canaux qui sont fréquemment empruntés pour essayer de se repérer dans cette offre. Sachant que de ce point de vue-là, les individus ne sont pas tous égaux. Évidemment, là non plus, enfin nulle part, mais là non plus, j'allais dire. Et on arrive bien à repérer ceux qui, en fait, vont avoir un usage, enfin, arrivent à conjuguer plusieurs sources d'informations et à avoir un usage, j'allais dire, stratégique de ces sources d'informations, à croiser les informations et à faire leur sauce, à bricoler pour eux-mêmes des informations qui leur sont utiles. C'est évidemment en général des profils plutôt qualifiés, mais pas que. C'est d'abord et avant tout des individus qui, dans leur processus de reconversion, se distinguent par un niveau de détermination très important et qui ont un niveau aussi de confiance dans leur capacité à faire plus élevé que les autres. Ça, c'est peut-être également un message, enfin, il y a plusieurs fils à tirer, je veux dire, sur la manière d'accueillir et d'accompagner les individus qui se retrouvent dans ce cas de figure. Alors, toujours concernant la formation, on s'aperçoit que cette formation formelle est en effet une brique récurrente des parcours de reconversion, mais elle n'est pas systématique. Et ce n'est pas aussi évident que ça, parce que souvent, la formation, enfin en tous les cas, régulièrement, cette formation fait aussi l'objet d'appréhension dans l'esprit des candidats à la reconversion, parce qu'ils peuvent douter de leur capacité à s'inscrire à nouveau dans une dynamique d'apprentissage, et ils peuvent aussi craindre le fait de s'affronter à des épreuves évaluatives pour valider une certification dans l'hypothèse où la formation serait certifiante et supposerait de passer des examens. C'est pas toujours aussi, ça peut susciter des craintes qui peuvent freiner, voire empêcher ce recours à la formation. En tous les cas, ce qu'on constate, c'est que quand les personnes ont suivi une formation certifiante, décrocher cette certification souvent revêt une valeur symbolique, identitaire assez forte et participe aux enjeux de reconnaissance, de légitimité, qui sont des enjeux assez prégnants dans ces histoires de reconversion. Cette formation, elle n'a pas uniquement, quand elle a lieu, pour intérêt de combler un écart de compétences, c'est évidemment la visée première, mais elle peut aussi permettre de se constituer un réseau qui va notamment être mobilisé au moment de la recherche d'emploi. C'est aussi un des bénéfices intéressants à relever. Et puis, autre élément de diversité dans l'usage de la formation, on voit bien que dans ces parcours de reconversion, une formation longue, certifiante ou préalable à l'accès à une nouvelle situation n'est pas l'unique schéma. C'est-à-dire qu'on va avoir des individus pour qui cette formation a été relativement courte et des individus pour qui cette formation est intervenue postérieurement à leur entrée dans l'emploi visé. Donc là, on est plutôt sur des scénarios où les employeurs sont confrontés à des problématiques de pénurie de main-d'œuvre, pour le dire rapidement, et vont recruter des personnes qui ne sont pas immédiatement opérationnelles, mais ces entreprises vont se charger ensuite, alors avec des investissements variables d'une entreprise à l'autre, mais de permettre l'acquisition des compétences plus techniques et de rendre opérationnels les individus qu'ils ont recrutés sur des critères plutôt de compétences comportementales, d'appétence, d'engagement, etc. Voilà, donc on voit bien qu'en tous les cas, le modèle linéaire d'une reconversion longue avec des étapes qui seraient pré-identifiées, des étapes standards, à savoir d'abord je construis un projet, je mets en œuvre ce projet, je vais chercher une formation, puis je cherche un emploi, et pas forcément le schéma unique, le scénario unique qu'on peut observer quand on se rapproche au plus près de ces parcours de reconversion professionnelle.
Et puis enfin, quand on regarde les parcours, une phase également récurrente d'accès à l'emploi visé, là on s'aperçoit aussi que les plaintes, oui, je vais les nommer comme ça, relatives à l'accompagnement, vont beaucoup se focaliser sur le déficit d'individualisation. C'est-à-dire qu'on a plusieurs enquêtés qui ont l'impression de ne pas vraiment avoir été soutenus pour opérer des choix éclairés, mais plutôt enjoint à rentrer dans un schéma prédéfini, ce qui les conduit d'ailleurs à exprimer une relative défiance sur la capacité des acteurs institutionnels à s'ajuster à leurs problématiques, à leur rythme et à partir de leur situation singulière, plutôt que de vouloir les faire rentrer dans des cases prédéfinies. Ça, c'est un sentiment, une impression qui revient quand même de manière assez importante, en particulier chez des individus dont l'accompagnement, dont le suivi a été assuré par Pôle emploi dans le cadre d'une recherche d'emploi. Et enfin, dernier élément sur lequel je voulais peut-être insister sur ces parcours, sur l'accompagnement sur l'accompagnement dans l'accès à l'emploi. On a plusieurs enquêtés qui nous disent qu'ils ont regretté que leur suivi s'interrompe au moment de l'entrée au moment du changement effectif de la situation, au moment de l'entrée dans le poste cible. Et ce n'est pas uniquement les créateurs d'entreprises pour qui la pérennité de leur activité est effectivement une question critique. On a vraiment aussi des actifs salariés qui auraient aimé que ce suivi se prolonge, même de manière plus distendue, mais pour pouvoir continuer à bénéficier d'un regard extérieur, pour pouvoir continuer à se rassurer sur le sens, sur la pertinence de leur projet et avoir un espace pour décoder leur nouveau contexte d'action, et pouvoir comme ça parachever d'une certaine manière leur processus de reconversion. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir aussi, autre élément de réflexion pour les pratiques d'accompagnement, une disjonction entre la temporalité des dispositifs et puis les attendus des personnes qui peuvent en bénéficier, sachant aussi que cet accompagnement post-entrée dans l'emploi, j'allais dire, gagne d'un point de vue qualitatif à ne pas embarquer uniquement le bénéficiaire, la personne, mais aussi l'employeur, le nouvel employeur de la personne, un peu dans des logiques de médiation active, c'est-à-dire que pour pouvoir, là encore, quelque part, inviter le réel au plus proche, pour pouvoir être au plus proche des interactions réelles et donc sécuriser le processus d'intégration qui est une période critique, décisive en fait dans les parcours d'insertion professionnelle et dont l'importance en fait est souvent sous-estimée. Enfin, on considère qu'une fois qu'on a accédé à l'emploi, c'est joué, alors que cette période d'intégration, elle est très, très... oui, elle est tout à fait décisive dans ces trajectoires. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, juste conclure sur le fait qu'on s'aperçoit en effet que qu'il y a une grande pluralité, une grande diversité des parcours, des aspirations en matière de reconversion, que tout ça n'est pas rabattable sur une logique unique, sur un scénario unique, ce qui évidemment confronte l'offre d'accompagnement à des défis importants, hein, puisque qu'on pourrait résumer de la manière suivante, c'est-à-dire que l'offre d'accompagnement doit à la fois réussir à, évidemment, installer des formes d'appui qui soient suffisamment régulées, qui soient suffisamment normées d'une certaine manière pour garantir l'équité sociale, pour garantir une qualité de service homogène. Mais cette offre de service doit aussi être soucieuse d'aménager des formes d'appui qui soient suffisamment plastiques pour ne pas enfermer les individus dans des logiques un peu procédurales ou prédéterminées, pour ne pas imposer des normes qui seraient décidées en dehors d'eux, mais pour vraiment les aider par l'écoute à construire leur parcours. Et il me semble que cette ambition, cet objectif suppose à minima d'avoir à l'esprit deux grands principes qui me semblent très
structurants et vertueux sur ces histoires de reconversion. Premièrement, partir des situations éminemment singulières des individus et donc emprunter des façons de cheminer avec eux, des façons qui soient flexibles, qui soient très ajustées, mais que la brique de base, quelque part, ce soit la situation singulière des individus et pas un dispositif donné ou une typologie prédéfinie. Et deuxième principe d'action, me semble-t-il intéressant à développer, à faire fructifier dans les pratiques d'accompagnement, c'est d'essayer de provoquer des opportunités d'immersion et d'ériger les expériences qui, du coup, ont été fréquentées par les bénéficiaires, les expériences des bénéficiaires, au rang de matériaux de travail pour l'accompagnement. De sorte à justement que, voilà, on a vu ça dans les parcours d'accès à l'emploi. Certains passent par plusieurs emplois temporaires, etc. Mais ces emplois temporaires sont pas nécessairement, peuvent être plutôt contributeurs de la construction du parcours, à la condition qu'ils soient aussi l'objet d'un travail dans le cadre des pratiques d'accompagnement et qui puissent être appréhendés comme une des briques à travailler, oui, c'est ça, dans la co-construction, dans les interactions avec les professionnels.